Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes à notre deuxième atelier virtuel de la série sur le projet Le Mental Compte, subventionné par le gouvernement du Canada et puis distribué. En fait, le financement est géré par la Croix-Rouge du Canada. Et le SICA est très heureux de vous offrir ces ateliers parce que ils répondent à un besoin criard de notre communauté. En fait, on a eu toute une série d'ateliers en virtuel et là, nous avons commencé les ateliers en présentiel parce que le contact est différent et puis l'objectif, c'est aussi de pouvoir partager ensemble en se voyant. Ok, donc bonjour. Moi, c'est Charlotte, pour ceux qui me connaissent. Je suis qui pas. Donc aujourd'hui, on va parler ouais, en crise de santé mentale. Merci beaucoup. Ce que je comprends, c'est que tout le monde est intéressé, tout le monde est à la bonne place. Et ce que je vais vous apporter aujourd'hui, oui, Sandra m'a présenté comme la crème de la crème, l'experte, merci. Ça se prend comme compliment, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas, je sais pas de vous transformer en expert en santé mentale, parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment les premiers soins en cas de crise de santé mentale. Les premiers soins, toujours, c'est supposé être donné par la personne qui est proche, qui est présente. Alors, la plupart du temps, c'est vraiment qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit une crise en santé mentale. Alors, Eliki a parlé de désamorcer. Alors, c'est pas évident parce qu'une crise en santé mentale, ça veut dire que la personne est vraiment en crise. Et si on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas quoi faire, comment le faire, ça peut être un défi, ça fait peur. OK, alors, vous pouvez déjà vous imaginer, quand je parle de crise en santé mentale, vous voyez quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quelle est l'image qui vous vient? Ou même quand je parle de premiers soins, je viens de le dire, les premiers soins qu'on donne à quelqu'un qui est en crise en santé mentale. Mais quand je parle de crise, en tant que journaliste, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui vient dans la tête, mais tout le monde a une image de crise en santé mentale, ce serait quoi? Une situation de panique, peut-être? Quelqu'un de panique? Quelqu'un qui crie, quelque part, à la OK. maison. Ouais, crise des nerfs. Les OK. roses. Quelque chose d'autre, même si On c'est pas. on voit toujours quelque chose de physique et de sonore, mais ça peut être quelque chose de silencieux. Exactement, exactement. Donc, quand on parle de crise, on va le voir, mais très, très bon point. C'est pas nécessairement toujours du tapage, du criage. OK? Alors, on va le voir, mais en fait, de moi, les premiers soins, ce que je veux qu'on sente, qu'on prenne aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce que je fais si je me trouve face à une crise en santé mentale. Et on n'a pas besoin d'être un psychologue, un ambulancier ou qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un de ma famille, mon enfant, mon oncle, mon ami, lieu de travail, qu'est-ce que je fais? Okay? Alors, ça va être ça va être vraiment léger et j'espère qu'on va échanger parce que c'est ça, c'est le partage d'abord de ce qu'on sait et peut-être à la fin de la journée, on va partir avec quelque chose de. Okay? Euh, donc, d'abord, on va faire un petit rappel. Donc, continuons de la santé mentale. Quand on parle de la santé mentale, justement, je ne vous ai pas posé la question, mais pour vous, la santé mentale, une ou deux personnes vont me dire, c'est quoi? Santé mentale pour vous, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Jacqueline, santé mentale, un mot. Santé mentale, émotionnelle, le mot qui me vient. Émotion. Voilà, je vous fais participer parce que, justement, je vais savoir qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous. Sandra, état d'esprit. Nadia, dépression. Angela, émotion aussi. C'est quoi ton nom? Hamza? Ok, Hamza? Dormir tranquille. Oh, comme moi. Dormir. Ikia? État variable. Ok, vous êtes des experts. Ok, c'est tout ça, c'est ça. La santé mentale, c'est vraiment tout un contexte. Donc, il n'y a pas de mauvaise, de bonne réponse, mais c'est
ce que vous savez et peut-être apprendre aussi, parce que des fois, c'est un pour tout le monde, mais maintenant, on va le savoir. Alors, le continuum de la santé mentale, comme quand on parle de continuum, vous voyez, justement, c'est pas figé, c'est pas un point, c'est pas, c'est vaste, ok? Parce que ça comprend tout ce que vous avez dit. Alors, on peut partir du bien-être et c'est ce qu'on vise, en fait. La santé mentale, on a la santé mentale, c'est qu'on est, on a ce bien-être. Des fois, parce que la vie est la vie, on a des problèmes légers, ok, qui vont des problèmes modérés et problèmes graves. Donc, c'est vraiment tout ça, les enjeux de la santé. Donc, ça part du bien-être, ce qu'on vise, c'est optimal, et jusqu'aux problèmes graves en passant par les légers. Donc, quand on parle de santé mentale maximale, je pense que c'est utopique de dire qu'on peut avoir une santé mentale maximale, mais c'est ce qu'on vise, n'est-ce pas? Alors, c'est quand on n'a aucune maladie mentale ou aucun trouble mental. Alors, je dirais que ça, c'est idéal. Peut-être un nouveau-né pourra dire que ou le bébé de Sandra dans le ventre, c'est optimal. Mais en même temps, c'est peut-être pas aussi optimal que ça quand Sandra est stressée, le bébé est stressé. Donc, même avant la naissance, la vie nous passe. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce que la santé mentale minimale? OK? Donc, on a la santé mentale maximale, c'est ce qu'on vise, mais bon, c'est relatif. La santé mentale minimale, c'est qu'on n'a aucun diagnostic de maladie, ni de trouble, mais on a une mauvaise santé mentale. Est-ce que vous comprenez un peu On peut avoir ni maladie, ni trouble, mais quand même avoir une santé mentale minimale. Vous comprenez? Donc, c'est un peu... c'est pas... Ça se comprend pas. Mais quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? J'ai dit, moi, je n'ai pas de maladie mentale, je n'ai pas de trouble mental, mais ma santé mentale, vraiment minimale. Peut-être que moi, j'ai pas de trouble mental, j'ai pas de maladie mentale, mais j'ai une mauvaise santé mentale dans la mesure où, dans mon travail, je me sens pas bien, par exemple. Oui. Et pas vraiment ici. Peut-être qu'on est même ici, même si on n'a pas de diagnostic. OK? Donc, ça veut dire quoi? En fait, comment on bouge sur le spectre? C'est ça, la santé mentale. C'est le degré de la santé mentale. Maintenant, on peut avoir un trouble mental maximal. OK? On a un diagnostic. On a même un trouble, tout ça. Mais aussi, on a une mauvaise santé mentale. Et ici, en plus de tout ce qu'on a comme trouble maladie. Alors, ça, c'est le trouble mental maximal. Alors, on est vraiment à terre, moral à terre, mais aussi on a des maladies. Donc, ça, c'est vraiment quand on est dans maladie mentale. Okay? Trouble mental minimal, maintenant, c'est quoi? On a un diagnostic de trouble ou de maladie. On a une bonne gestion de la maladie. On a une santé mentale positive. Est-ce que vous voyez maintenant? Ça, c'est vraiment comme l'opposé de ça. Même si on a une maladie, on peut avoir des gens qui ont des maladies, qui ont des troubles, mais à cause de la bonne gestion de la maladie, de son bien-être, on a une santé mentale positive. Donc, vous voyez que c'est pas parce qu'on est malade mentalement, on a des troubles, qu'on a une mauvaise santé mentale. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on est sain d'esprit, physiquement bien, qu'on a une bonne santé mentale. Je pense que vous comprenez un peu OK? Des fois, ça ne se comprend pas, c'est comme je vous dis, OK, moi, les mauvaises santé mentale, tout le mental sont des fous. Oui, mais ce qu'on appelle des fous, ils peuvent être en bonne santé mentale que nous, on se croit vraiment sain d'esprit. C'est ça. Est-ce que vous voyez un peu? D'accord? Alors, ça, c'est un peu je voudrais qu'on ait la base où est-ce qu'on se situe. OK? Alors maintenant, on a parlé de maladie mentale ou de trouble mental. Qu'est-ce qu'un trouble mental? OK? C'est le dérèglement de pensée, des émotions ou de comportement. Alors, ici, on a parlé beaucoup d'émotions. OK? On a parlé qui a parlé d'état d'esprit, état d'âme et tout ça. OK? Alors, quand il y a un dérèglement de pensée, d'émotion et même de comportement,
c'est là qu'on parle de crise maintenant, qu'on commence à voir qu'on a des comportements qui ne sont pas sains, c'est qu'il y a un trouble mental. Donc, il y a rien de. Ça peut aussi être un trouble biologique, psychologique, développemental, fonction mentale. Alors, des fois, ça ne vient pas vraiment des émotions, ça peut aussi être biologique. OK? Ça peut venir d'une maladie, n'importe d'un trouble. OK? Ça peut être psychologique aussi. Donc, on va le voir, il y a un dérèglement parce qu'on est en train de vivre un problème psychologique. Ça peut être développemental. Quand on a des gens qui ont des déficits intellectuels ou des retards intellectuels, donc ça peut aussi créer en même temps un problème mental. Est-ce que ça va? Oui. Ouais, OK. On continue. Alors, un trouble mental peut venir aussi des interactions entre les facteurs biologiques qu'on a vus et génétiques, psychologiques et sociaux. Donc, ça peut venir aussi que, bon, on a une maladie ou un trouble mental génétique, mais ça peut aussi être une interaction de tous ces facteurs, psychologique, biologique, génétique, et là, c'est le paquet, OK? Donc, des fois, c'est la vie qui nous apporte ça, le stress et tout ça, mais ça peut aussi se combiner avec un trouble mental qui est génétique, OK? Ou qui est biologique. Ça peut aussi venir des détresses, des difficultés au travail, des relations sociales. Je pense que ça, c'est le lot de tout le monde. Alors, tout ce qu'on vit et qu'on dit, oh, je suis stressée au travail, c'est pas les enfants. Donc, ça, c'est vraiment toutes les relations sociales, comment on vit tout ce qui nous entoure dans la vie. Ça, c'est la détresse, OK? Ça peut aussi venir des vulnérabilités différentes, OK? Mais les vulnérabilités, on s'attend aussi, c'est un spectre. Donc, ce qui me rend vulnérable, c'est pas nécessairement ce qui rend Nadia vulnérable. Ça dépend de notre résilience, niveau de résilience, notre environnement social, il y a tout ça. Donc, tout ça, quand quelqu'un a un trouble mental, on peut dire, oh, je suis stressé. Si quelqu'un ne te le dit pas, je suis stressé par le travail, tu le sauras. Donc, tu vas juste voir le comportement ou tu vas voir les émotions. C'est pour ça que tout le monde ici a parlé d'émotions. Ou aussi, quand on commence à voir le comportement, c'est là qu'on parle maintenant de crise des nerfs, crise comportementale et tout ça. Okay? Donc, le trouble, c'est ça. C'est quand on a un dérèglement de pensée, d'émotion et de comportement. Évidemment, d'un ne va pas sans l'autre. Quand ça commence toujours par les pensées, ça va dans les émotions et on agit. C'est comme ça qu'on est fait. Okay? On parle maintenant d'autorégulation quand tout le monde ne pète pas les cloches en même temps ou pour le même raison. et encore une fois, on peut être troublé, mais réagir différemment. OK? Alors maintenant, pourquoi aujourd'hui on parle des problèmes des premiers soins en santé mentale, je voulais expliquer, c'est quand on a vu tout ça, maintenant on connaît c'est quoi la santé mentale, le spectre, qu'est-ce qui cause quoi. Maintenant, quand on est en réaction, quand le trouble, on peut le voir, on peut le palper, on peut le sentir, autour de nous et aussi pour nous, on fait quoi? Alors là, on parlait d'autorégulation. Alors, il y a des fois où on peut s'autoréguler, on espère, ou on ne peut pas. Alors, c'est comme ça qu'on voit, quand on est rendu sur le spectre, où il y a des crises, on voit ce qu'on voit. Alors les premiers soins en santé mentale désignent l'aide fournie à une personne qui présente un problème de santé mentale ou qui est en état de crise psychiatrique. Alors là, on est rendu vraiment, quand on dit crise, ça veut dire que la personne ne peut plus se contrôler, a besoin d'aide. Alors, cette aide-là, c'est ça le premier soin en santé mentale. Quand on parle de premiers soins, si on sort d'ici, on se casse une jambe, alors tout le monde sait quoi faire. Hein? Mais est-ce que si je pète une bouche ici, est-ce que tout le monde va savoir quoi faire? Ça fait peur. Pourquoi? Parce que c'est pas visible. C'est pas conventionnel. Donc, il faut vraiment se poser des questions et ça fait peur. C'est aussi ça, la réalité des maladies ou des troubles de santé mentale. Alors, les premiers soins sont prodigués jusqu'à ce que l'aide professionnelle soit reçue ou la crise soit passée. Alors, les premiers soins pour vous,
toi et moi, quand on voit justement une crise, c'est quoi notre devoir? C'est quoi notre responsabilité? C'est de fournir l'aide, le premier soin, jusqu'à ce que l'aide professionnelle arrive. Donc, on ne te demande pas d'être un professionnel, on ne te demande pas de fournir de l'aide professionnelle, on te demande de donner l'aide, de sécuriser la personne. On va voir comment, jusqu'à ce que l'aide arrive. Okay? Alors, c'est de mettre la personne en sécurité physique et émotionnelle jusqu'à ce que l'aide arrive. Juste une petite Oui. observation. Moi, je travaille dans les services d'emploi et on travaille beaucoup avec les garderies. Oui. Donc, on fait les placements des éducatrices et éducatrices qualifiées dans les garderies. Mm. Et ce qu'on demande souvent, c'est le certificat de premier soin de manière générale, mais on ne demande jamais un certificat de premier soin en santé mentale, tout ce qui est psychologique, alors que c'est vraiment très important aussi. C'est aussi important que les Ouais. premiers soins physiques. C'est ça. Je pense qu'il y a un certificat dans Il y ce en sens, a, n'est-ce pas? non, Ouais. il y a la société. C'est d'ailleurs là où j'ai tiré vraiment ces Ouais. informations. Ouais. L'Association canadienne de la santé mentale a une formation pour monsieur et madame tout le monde OK. pour les premiers soins en santé mentale. Et c'est gratuit. OK. Mais normalement, les organismes devraient avoir comme C'est ça. faire venir ces gens-là pour donner. Exact. Donc, c'est vraiment une formation qui est donnée à tout le monde pour que qu'est-ce qu'on fait. On ne te demande pas d'être un médecin ou un psychologue, mais on te demande à faire. Alors, c'est quoi les objectifs, Victor? C'est maintenir en vie. Premier objectif. Alors, la sécurité d'abord, maintenir quelqu'un en vie. Si la personne présente un danger pour elle-même ou pour les autres. Alors, quand est-ce qu'une personne présente des dangers pour elle? Dans quel dans le suicide ou pour les autres? Alors, un danger, c'est homicide ou danger physique, blessure et tout ça. OK? Automutilation. Automutilation, en fait, entre parenthèses, en santé mentale, les gens pensent que ça fait partie des symptômes ou des idées suicidaires, mais normalement, non. Parce que quand quelqu'un s'automutile, c'est sa façon de contrôler la douleur psychologique. Ouais. Donc, et de tourner l'attention vers quelque chose qui contrôle. Donc, je ne peux pas contrôler, je ne peux pas toucher à ma douleur psychologique, mais si je me coupe, là, je peux contrôler parce que je sais que je me fais du mal, je vois le sang, donc toute l'attention va là-bas, j'ai le contrôle. Tandis que moi, je ne peux pas aller toucher quelque part d'autre. Alors, c'est un mécanisme de défense, en fait. OK? Mais qui peut porter atteinte à la vie. Absolument. Alors, des fois, on se coupe, mais quand tu vois là-bas, oui, la personne a besoin de, c'est un appel à l'aide. OK? Dans les écoles, des fois, on dit, oh, l'enfant s'est coupé, peut-être que oui, mais on ne peut pas faire assez, c'est l'intervention qu'on fait quand quelqu'un a on ne peut pas nécessairement assister quand quelqu'un se faut. C'est un appel à l'aide, oui, on va assister, mais on ne pense pas que sa vie est en danger. Parce que c'est un mécanisme de défense. C'est ce qu'elle peut faire à ce moment. C'est pas négligé, mais il ne faut pas paniquer non plus. OK? C'est ça que ça veut dire. Alors, maintenir en vie, d'abord, fournir de l'aide pour empêcher l'aggravation. Donc, si tu vois que quelqu'un, par exemple, est en train de se faire du mal ou menace quelqu'un d'autre, c'est maintien la vie de la personne ou des gens qui sont autour et aussi fournir de l'aide dans la mesure du possible pour ne pas aggraver sa situation et favoriser le rétablissement. Donc, ça, c'est aussi tout le long. Parce que si je suis en crise, ça ne veut pas dire qu'on intervient pendant que je suis en crise et puis après on laisse. Alors, ça veut dire que toute crise, c'est un appel à l'aide, c'est un symptôme. On maintient la vie, on fournit de l'aide, on favorise le rétablissement. Donc, on favorise, on donne des mécanismes de transition plus simples pour peut-être que la personne, quand elle va être seule, elle va pouvoir aller chercher de l'aide tout seul, améliorer le confort de la personne. Donc, c'est d'aller voir c'est quoi le besoin de la personne, pourquoi elle sera en crise, sécuriser, mais aussi offrir l'aide et la prévention pour les crises éventuelles qui peuvent. Alors, maintenant, il y a toute une démarche et le de la santé mentale canadienne a mis dans l'aide qu'on fournit en premier soin en 5 démarches. OK? Alors, première, c'est analyser le risque de suicide et de blessure. Alors,
vous rappelez qu'on a dit maintenir en vie. Alors, première chose qu'il faut voir, c'est analyser si la personne est à risque pour sa vie ou pour la vie de quelqu'un d'autre. Blessure, suicide, donc, première chose, c'est maintenir en vie. Écouter sans porter de jugement. Donc, une fois que tu as sécurisé la personne, okay, pour ne pas se blesser ou ne pas s'arrêter la vie, c'est d'écouter la personne. Écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller voir le besoin de la personne. Derrière le geste, qu'est-ce qu'il y a? Okay? Donc, si tu sécurises la personne, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est vraiment d'écouter et sans jugement. Donc, on ne peut pas commencer à dire, mais oui, mais tu cries, mais calme-toi d'abord, mais c'est pas normal ce que tu dis, mais c'est quoi cette histoire? Alors, une fois que tu commences à juger, ça veut dire que tu n'écoutes pas. Alors, oui. Voilà, mais t'as tout pour être heureuse. Exactement. Quand tu te plains, j'entends souvent ça chez les clients. Ouais. Et je leur dis, mais non, ils ne te comprennent pas ce que vous ressentez. Alors, mais il y a quelqu'un qui te dit, oh, je ne vais plus vivre, ta vie ne vaut plus rien, ben alors, arrête, là, il y a pire que ça, blablabla. Donc là, on juge la personne, mais la personne est en train de crier à l'aide. Une fois que tu la maintiens en vie, deuxième chose, c'est de l'écouter. Pourquoi tu l'écoutes? Parce que ce sont des émotions qui sont en train de te dire. Et quand tu n'écoutes pas, tu ne peux pas savoir la pensée derrière l'émotion. Et c'est ça, la pensée derrière l'émotion, c'est ça le besoin. Je pense que Nadia apporte un très bon point parce que la semaine dernière, je discutais avec quelqu'un et il m'a dit, ouais, tu es au Canada, tu vis à Toronto, tu es tranquille, pourquoi tu te plains? Mais il n'est pas avec moi pour qu'il sache qu'est-ce que si j'ai des problèmes. Ouais, Cette personne, elle ne ça. sera pas la bonne personne pour Exactement. vraiment si tu as des problèmes de lui parler parce C'est que. ça. OK? Donc, rassurer et donner l'information. Maintenant, là, c'est tricky un peu parce que rassurer la personne, oui, on peut toujours rassurer. Donc, quand on peut écouter et sans jugement, c'est rassurant déjà. OK? Mais maintenant, donner l'information. Là, il faut faire très attention. OK? On va le voir. Donner l'information, c'est donner l'information exacte et utile. Pas donner l'information juste pour calmer ou. OK? Parce que si tu donnes une information qui est fausse, qui n'est pas référente, tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête de la personne. Donc, essaie de ne pas donner des informations qui ne sont pas. On va le voir. Inciter la personne à obtenir de l'aide professionnelle. Parce que tu n'es pas une professionnelle ou un professionnel, c'est de dire, je suis là, je t'écoute, tu es en sécurité, mais est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide professionnelle? Inciter la personne, parce que la plupart des gens, comme on va le voir dans certaines crises, ils veulent pas. Okay? Surtout les gens qui sont en dépression. Okay? Ils veulent tout sauf aller chercher de l'aide ou qu'on peut. Encourager la recherche de soutien supplémentaire. Après l'aide professionnelle, il y a aussi le soutien supplémentaire, ça veut dire la famille, la communauté, parce que la personne, nécessairement qui a des problèmes, même si on n'a pas un trouble, un diagnostic, tout ce qu'on a vu, tout le spectre de se rendre à l'état optimal, au problème grave, il y a tout un chemin. Donc, c'est de voir, OK, c'est quoi le besoin? Qui peut être là? Quelles sont les ressources? Donc, cette personne, avant même d'aller chez le médecin et tout ça, une fois que cette personne a stabilisé, qu'est-ce qui te dit qu'elle ne va pas retomber? Parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé, alors il faut mettre les ressources et les outils autour de la personne. Donc, d'habitude, la personne comme la personne a pleuré, la personne a parlé, la personne qui parle, même s'il se dit, la vie, je ne vais plus, ça, c'est des appels à l'aide. Ouais. La plupart du temps, des gens qui veulent partir n'appellent même pas. Ils ont déjà un plan, ils partent. Anyway. Donc, ne te sens jamais coupable. Si on a dit, OK, j'étais là, j'aurais, mais tu passes toujours par ça. J'aurais pu, j'aurais dû, mais à un certain moment, il y a des situations que tu ne peux pas désappliquer. Okay? Mais on fait ce qu'on peut. D'accord? Alors, dans le premier, analyser le risque de suicide dépressif, on va passer très vite, mais c'est que les personnes qui ont des troubles mentaux, ils ont toujours comme un autre, c'est comme un autre nuage derrière. Okay? Donc, ils sont plus à risque. Okay? Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ils ont aussi la dépression.
Ils ont aussi des troubles psychotiques que tu ne sais pas, donc maladie mentale, qui est en train d'agir. Toi, tu vois les actes, tu vois les émotions, mais il y a peut-être quelques d'autres facteurs que tu ne vois pas. Alors, ces gens-là qui ont d'autres problèmes de troubles, maladie mentale, ils sont beaucoup plus à risque de se suicider parce c'est pas seulement le stress, je perds le travail, non, c'est que il y a aussi d'autres troubles. D'autres choses qui augmentent les risques, c'est la consommation des substances. OK? Quand quelqu'un est en état d'ébriété ou tout, donc il risque beaucoup de passer à l'acte, de prendre des choix qui ne sont pas éclairés parce que justement, il y a une substance qui agit derrière. Malheureusement, ils prennent ça comme une réponse à leur douleur, mais ça fait un cercle vicieux. OK? Alors, ça commence par une solution temporaire. Mais ce que ça fait, c'est on va le voir, ça crée une dépendance et ça crée toutes les autres conséquences. Donc, si ce qu'on dit, analyser le risque, si vous pensez que la personne est à risque de suicide ou de mourir ou de blessure, appelle le secours. C'est ce que tu as fait. Appelle le secours 911, appelle quelqu'un qui va aller voir la personne, fais quelque chose pour que la personne ne reste pas seule. Si tu n'es pas avec. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les gens autour de ces individus sont déjà fatigués. Comme l'employeur m'avait dit, ce monsieur, il risque de faire des drames. C'est tout ce qu'il m'a dit. Tu vois, donc, c'est comme, ça ne les étonnait pas que ce soit comme ça. Et ça m'a choqué un peu, ça m'a fait un peu mal. Parce que cette personne est en détresse pendant longtemps, et les gens sont épuisés de l'idée, en fait. Ils sont épuisés de l'idée. Il y a des personnes qui sont pas des professionnels. Ils ne sont pas des professionnels, c'est ça exactement. Et c'est le milieu de travail aussi. C'est même pas des gens qui sont épuisés, ils ont essayé, ça n'a pas marché à un moment donné, à quel moment. Ça ne m'étonnerait pas que ce monsieur aussi ait autre chose. Peut-être qu'il a des problèmes de consommation, peut-être qu'il a des problèmes de santé mentale. Et aussi, ces gens-là, justement, leur mécanisme de défense, ce sont des différents comportements qui sont antisociaux des fois, qui sont agressifs. C'est plus des gens qui attirent la sympathie nécessairement. Mais là, on parle de quelqu'un qui est à côté de toi, tu fais quoi? Alors, l'idée, c'est de comprendre justement que cette personne n'est pas méchante ou ne veut pas juste faire. C'est juste que il y a quelque chose qui se passe dans sa tête et qui lui donne des émotions et des actions qui vont avec. Okay? Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va juste dire, je comprends, je suis empathique à la personne. Alors, quand tu as déjà l'empathie, tu peux faire des choses. Mais quand on commence à manquer d'empathie, justement, c'est là qu'on se ferme, c'est ce qu'on voit avec les policiers. Quand un policier tire sur quelqu'un parce qu'il est en crise, je veux dire, qui n'a même pas d'armes et tout ça, non seulement il n'y a pas d'empathie, mais je ne sais même pas ce que c'est. Peut-être que c'est. Un problème de formation aussi, d'éducation. Ouais, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne parce que, oh, c'est un fou, il va me faire mal. Qu'est-ce qu'il va te faire mal? Tu as un fusil, il a peut-être un couteau. Je veux dire, à un certain moment, c'est justement la méconnaissance et des problèmes de santé mentale. Puis, parce que si tu sais ce qui se passe dans la tête de la personne ou dans sa vie, tu vas être empathique, tu vas voir des choses, comme Jacqueline, ne connaissait pas cette personne, mais à cause de l'empathie, elle a pu faire des bons choix et des bonnes choses. Okay? Tandis que l'employeur qui connaissait même la personne était comme fatigué. Okay? Alors, écoutez sans porter de jugement, alors, ce qu'on a dit. Ne pas critiquer la personne. Ça, je pense qu'on se comprend, surtout dans nos communautés. OK? Surtout les hommes, pas les hommes qui meurent, donc niche. OK. Alors, ça, on n'était pas de critiquer, ne pas exprimer sa frustration. Donc, ça, c'est ce que le monsieur disait. Ben, lui, là, c'est un crying baby. Il est tout le temps en train de pleurnicher. Ah, c'est comme, les gens roulent les yeux, c'est comme, encore une fois, OK? Donc, pas de conseils de leçons de morale. Assise-toi, sois énorme. Désolé, je parle beaucoup des hommes parce que je sais qu'en Afrique, les hommes, vous n'avez pas besoin d'avoir des émotions. Vous n'avez pas droit. Exactement. Voilà. Non. Alors, vous pouvez comprendre tous des mots
qui viennent contre les émotions, en fait. OK? Il y a ceux qui sont socialement acceptés. Alors, fais attention à tes préjugés, à ta culture, quand tu vas aller dans ces moments-là. Dis-toi, tu n'as pas donné. De toute façon, la personne n'est pas là pour comprendre tes leçons de morale. C'est pas le moment. En fait. Évite la confrontation. Donc, si la personne est agitée, OK, ne rentre pas dans le jeu, ne sois pas dans la confrontation parce que tout simplement, ça ne va pas marcher, mais tu vas encore l'activer. Essaie de comprendre la personne dans ce que c'est la fatigue, même si ce qu'elle dit n'est pas logique ou ne fait pas de sens. Parce que des fois, la personne est en pause. Elle n'est pas en train de dire, alors c'est pas des non, 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 non. Ne t'en fais pas, il n'y a rien, il n'y a personne qui vient te tuer parce que j'attends des voix, de voir des images que toi tu ne vois pas. Mais ne commence pas à lui dire qu'il n'y en a pas parce que lui, il les voit. Donc, même si ça ne fait pas de sens, n'essaie pas de faire du sens ou de l'expliquer. Il ne faut jamais minimiser le problème des autres. En fait, l'idée, c'est comme je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de cette personne. Exactement, oui. Même si tu le dis, des fois, ça ne fait pas de sens. Donc, ne juge pas, ne critique pas, ne raisonne pas. Écoute, rassure, appelle de l'aide. Non, non, on ne valide pas. On va le voir. Valider la situation, ça veut dire quoi? Valider la situation, c'est de valider les émotions. OK, j'ai mal, j'ai peur, oui, je comprends que tu as peur. Valide pas ce qu'il dit. Parce que tu ne sais pas ce que. Donc, ce n'est pas valider l'information ou le contexte. C'est de valider l'émotion de la personne. OK? Le problème, c'est comment tu peux rassurer par exemple? Il y a des gens qui savent qu'ils ont des problèmes de santé. OK? Ils vont le savoir. Mais il va avoir honte. Non, je ne veux pas que tu appelles mes parents, je ne veux pas que tu appelles le travail, parce que je vais me faire juger. OK? Alors, rassurer la personne, c'est et lui donner l'information, c'est de lui dire, écoute, tout le monde peut être dans ta situation. Mais aussi, ce qu'on a vu, c'est que, en fait, ça peut être une cause, mais c'est aussi une conséquence. OK? Donc, les gens consomment pour répondre à leurs besoins de santé mentale, mais en même temps, ça aggrave ou ça commence les problèmes de santé mentale. Donc, c'est pour ça que, justement, l'accessibilité, la disponibilité, c'est devenu, c'est comme une médication, en fait. Mais, en fait, ça ne guérit pas, ça répond pas au problème, ça aggrave. C'est pour ça que c'est toujours maintenant la première parmi les sources ou les problèmes. Ouais. Est-ce que des statistiques sur les. Je suis pas toute seule. Est-ce qu'il y a des statistiques sur l'augmentation? Il doit y en avoir, c'est sûr. Ouais, mais surtout depuis que c'est comment libéralisé. Avant, c'était ça. Bah, imagine alors maintenant comment c'est. Surtout chez les jeunes. Donc, déjà, quand on le met dans les problèmes les plus courants, c'est l'utilisation de substances. Les troubles psychotiques, ça, c'est vraiment comme la schizophrénie. C'est là qu'on parle vraiment de la maladie mentale, génétique ou biologique. OK? Les troubles de l'humeur, c'est ce qu'on connaît beaucoup. Quand on parle de dépression, de bipolarité. Donc, c'est pas psychotique, hein? Non, le trouble psychotique, c'est vraiment tout ce qui est maladie mentale, comme la schizophrénie. Non, c'est une maladie mentale, mais c'est un trouble en fait. Mais ça, c'est compté dans les troubles de l'humeur. C'est pas psychotique. OK? Parce que ça tourne l'humeur. La bipolarité, c'est l'humeur justement qui change de haut en bas, OK? Dans les deux bords. Donc, c'est compté dans les troubles mentaux, mais ce sont les troubles de l'humeur, ce n'est pas les troubles psychotiques. OK? Maintenant, les troubles anxieux. On est anxieux. C'est aussi des troubles plus. Ce qu'on voit. Comme là, les troubles anxieux, c'est diagnostiqué aussi. Les troubles ouais. On a un trouble anxieux, mais on peut avoir des symptômes d'anxiété. C'est deux choses différentes. Okay? Donc, l'anxiété que toi et moi, si on n'a pas un trouble anxieux, c'est que je suis stressée jusqu'à ce que le stress n'est plus. Parce que le stress, au départ, un stress, c'est pas nécessairement mauvais. C'est quelque chose qui te pousse à réagir, à répondre à quelque chose qui est urgent.
Maintenant, quand tu ne peux plus, quand le stress ne te donne plus l'adrénaline pour répondre à un besoin et que tu figes ou que tu ne fonctionnes pas, ça devient maintenant de l'anxiété. Est-ce que tu comprends? Alors, on est tombé dans le quand le trouble anxieux, parfois, quand le trouble anxieux commence à devenir justement un trouble qui t'empêche de l'anxiété. Alors, des troubles liés à l'utilisation de substances. C'est pas tout le monde qui consomme ou qui utilise les substances qu'on dit qu'il y a un trouble. Ça devient un trouble quand il y a l'abus de la substance ou la dépendance à la substance. C'est pas seulement l'utilisation. Est-ce que vous comprenez la différence? Il y a aussi un trouble induit par une substance. Ça peut être un trouble parce que tu abuses de la substance ou aussi que tu deviens dépendant. Évidemment, quand tu abuses, tu deviens dépendant. Mais aussi, il y a un trouble qui peut juste devenir de l'induction de la substance. Donc, le fait de boire, de consommer, ça part le trouble. Pas que tu as consommé, parce que tu es dépendant, ou que tu as consommé excessivement, mais le fait de consommer déclenche un trouble. OK? Alors. Donc, par exemple, une personne qui devient agressive parce qu'elle a bu. Ouais. C'est là. Ouais, oui. Parce que ça devient une dépendance physique ou psychologique, donc ça change les pensées, les émotions et les comportements. C'est aussi qui affecte la vie, donc ça devient social, personnel, au travail. Donc, tu deviens, tu fonctionnes plus socialement parce que tu as induit. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est en présence d'une personne qui a des problèmes de substance et les crises dans ce cas-là, ce sont des crises de surdose. OK? Alors, quand c'est des surdoses, on a trop consommé que la vie est en danger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, je parle des problèmes de santé mentale, mais là, comme on est en train de parler de combien de soins, alors c'est qu'est-ce qu'on fait dans une crise? Alors, une crise liée aux substances, c'est quoi? C'est des surdoses. Alors, si la personne a perdu connaissance, parce que si tu trouves quelqu'un qui a perdu connaissance et tu sais que c'est l'addiction de substances, d'abord, la première chose, c'est assurer la sécurité, on l'a vu. Placer la personne en position latérale. Donc, si la personne est sur le dos ou sur le ventre, il faut toujours le mettre sur le petit dos. Toujours. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer s'il vomit ou. OK? Donc, la première chose, le mettre en sécurité, c'est le mettre sur le côté, appeler les urgences et essayer de voir ce qu'il a consommé. Parce que s'il est inconscient, il faut que quand l'aide vient, tu dois pouvoir au moins dire ce qu'il a consommé et garder la personne au chaud. Les personnes qui sont en surdose sont en hypothermie. Donc, il faut les garder au chaud. Si la personne est consciente, appelle toujours les urgences, ne donne rien à manger ou à boire. Parce que. Ouais. OK? Rassure la personne en informant qu'elle est détendue. Il faut rassurer les gens toujours. Mais comme si la personne est comment c'est d'avoir une surdose, que c'est une surdose? Ça, je ne peux pas te le dire, mais j'imagine que si quelqu'un a consommé, si quelqu'un est en état d'ébriété qu'il a perdu ou quelqu'un qui est en surdose parce qu'il s'est friqué ou je veux dire, les gens qui savent que la personne consomme, il y a des signes. Moi, je ne peux pas te le dire, je n'ai jamais vu quelqu'un en surdose, mais j'imagine qu'on donne ces symptômes parce que c'est ça qui se passe. Mais la plupart du temps, en surdose, les gens sont inconscients. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, maintenant, les autres qu'on a vus, ce sont des problèmes psychotiques. Alors, en Scott, c'est par exemple les gens qui sont. Toutes ces histoires que vous apprenez par la police a tiré ou la personne est en crise, est en train de courir, est en danger, menace tout le monde, est dans des organisations. C'est qu'il y a une crise dans des épisodes scotiques. On appelle ça l'expose aussi. Donc, encore une fois, on assure sa sécurité, on appelle la police, on garde l'atmosphère calme mais non menaçante. Donc, s'il y a, au lieu de que tout le monde se forme à un cercle, crie, prend les vidéos et les photos, c'est vraiment, il
faut le calme parce que dans ta tête, justement, c'est le chaos. C'est la première chose à faire, c'est d'assurer qu'il y a une atmosphère calme et de menaçante. Empathie, toujours l'empathie. OK? Ne pas lui dire arrête de crier, arrête de frapper, arrête écouter encore sans juger, parler calmement, ne pas discuter des donc, on avait dit, tu avais parlé de valider ce qu'il dit. On peut pas discuter de, oh, non, il n'y a rien, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de tueur, il y a, ou, non seulement, il ne faut pas discuter de ça, mais il ne faut pas non plus essayer de valider ça, de dire, oh oui, c'est vrai, il y a quelqu'un, je le vois, mais je vais te défendre. OK? Éviter la confrontation, évidemment. Les troubles de l'humeur, là, c'est ça que tu disais justement. Troubles dépressifs, c'est ce qu'on fait. Ah, je suis en dépression. Je suis déprimée, je suis en dépression, c'est deux choses différentes. On le sait ça. Okay? Déprime et dépression, c'est comme le stress et l'anxiété. Ouais? Les troubles bipolaires, justement, ça, c'est vraiment un vrai trouble. C'est une maladie mentale. Okay? Ça veut dire que tu es dans les extrêmes, soit dans le bas, soit dans le haut. Et il y a, dans les deux cas, même si tu es extrêmement high, c'est pas sain. Parce qu'il y a des gens qui font extrêmement ouais. Alors, les personnes qui sont suicidaires, la majorité de ces personnes souffrent de dépression ou de bipolarité. La majorité de ces personnes. Pourquoi? Parce que ça touche à l'humeur. Et quand ça touche à l'humeur, c'est là que justement les gens aiment la vie ou ne l'aiment pas. C'est plus simple que ça. OK? La dépression, le signe des symptômes de dépression, ça touche les émotions, vous savez. Tristesse, d'humeur, des pensées, autocritique. La personne qui est en dépression, essaie même pas de la critiquer parce que déjà, elle n'a pas une belle image d'elle-même. Puis si tu la critiques, ça va valider ce qu'elle pense déjà d'elle. Ce qui va la mettre encore en dépression. Les comportements de crise, les larmes, la négligence personnelle, l'isolement, manque d'énergie, tout ça, ce sont des symptômes. Alors, l'idée suicidaire, je pense que c'est ça que tout le monde a peur d'avoir dans sa vie. Peu importe la raison, je le trouve. Les signes avant-coureurs. Comment on reconnaît que la personne a tendance à la dépression ou au suicide? Les remarques négatives. Donc, la personne ne s'aime pas, s'autocritique tout le temps. Évidemment, quand tu n'aimes pas la vie, tu ne t'aimes pas, ou si tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas la vie, c'est sûr. Expression pensée suicidaire, pense toujours à la mort, ou parle toujours de la mort parce que pense que c'est une solution à son mal ou son malaise. OK? Donc, il pense que c'est une solution ultime parce qu'il n'y a plus rien d'autre. C'est là vraiment qu'il. Ce que Jacqueline a dit, c'est que le fond de l'assist, de l'intervention contre le suicide, si la personne se voit, comme me dit, comme la solution ultime pour arrêter ma douleur, c'est la mort, une fois que tu peux le ramener et lui donner une seule raison de vie, la personne va considérer encore à revivre parce que tu lui as donné, c'est comme faire un trou dans le mur, là, il peut passer. Il peut voir autre chose. Donc, l'idée, c'est de trouver la raison de vivre. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier soin en cas de suicide? N'essaie pas de fuir ou de ne pas en parler ou de dire, faut pas aller par les quatre chemins, il faut aborder la question. Je vais mourir. Est-ce que ce que je comprends, c'est que tu ne veux plus vivre? Pas, quand même s'il dit, oh, la vie ne vaut plus la peine, peut-être que je serais mieux si je n'étais pas là, tout le monde serait heureux. Alors, toi, au lieu de dire, pourquoi tu penses que tu serais, non, c'est comme, est-ce que je comprends que même si tu te trompes, est-ce que je comprends que tu ne veux plus vivre? Tu abordes ce qu'il ne veut pas me dire. Si tu le dis, c'est comme si tu validais, tu confirmais sa douleur. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a
aborder la question, il va dire non, c'est pas vrai ou oui. Ok? La plupart du temps, c'est comme du temps vraiment comme même parce qu'il ne voulait pas le dire. C'était un appel à l'aide, mais masqué. Mais une fois qu'il a vu que, oh, la personne m'a compris, donc pourquoi ma douleur, il a nommé ce que je ne peux pas nommer, il est peut-être capable de discuter. Ouais, elle va te mentir, on ne va même pas laisser la conversation. Parce que en parler, c'est la recherche de l'aide. C'est accepter. La plupart du temps, les gens qui veulent vraiment partir, qui ont déjà même des plans, Est-ce ok? que, Mais ça ne veut rien dire. Même s'ils ne veulent pas ou qu'ils veulent, toi, fais ton travail parce que tu peux quand même le sauver. Tu ne pourras jamais avoir la ligne. Ok? est-ce que pour les cas de suicide, il y en a pas mal dans dans notre communauté ici, dans le Grand Toronto, ça comment? Oui. C'est vraiment l'environnement qui a changé parce qu'avant, c'était culturel. Ouais, Tu vois? ouais. Ici, la vie pour aller bien, si ça ne va pas bien, donc je pars. C'est une solution facile. C'est nous, je pense qu'on a vécu beaucoup dans la survie pour penser à nous. Ouais, c'est Je ça. pense que c'était juste ça. Ouais. Mais on commence à voir des générations qui sont nées ici. Parce Mhm. que nous, là, ce qu'on a comme culture, comme socialisation et tout ça, c'est pas la même chose que rien à voir. Ne prenez pas pour acquis que vous allez avoir les mêmes pensées, les mêmes expressions que les enfants qu'on a. Donc, deuxième génération, troisième génération, c'est comme, oui, ils ont une partie de nous, mais ils grandissent dans un environnement, ils sont socialisés différemment, ils vivent autre chose. Alors, ça devient encore un problème parce qu'ils ils nous regardent, c'est comme rien. Parce que justement, tu vas lui dire, arrête de te licher, c'est quoi ça, c'est quoi? Moi, j'aime pas l'école, je faisais 7 kilomètres à pied, je ne même pas aller. Ouais, je me rappelle quand je disais, vous ne voulez pas manger, je jette la nourriture. Vous savez qu'en Afrique, il y a ça. Ouais. Là, une fois, ils me regardaient, ils disaient, pourquoi tu ne les envoies pas ça au lieu de nous donner? Hein? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des causes des suicides qui reviennent tout le temps ou bien c'est des raisons différentes? C'est des raisons différentes, mais ça peut aussi être, comme aujourd'hui on a vu, des facteurs de risque, des problèmes de santé mentale, des troubles de mentaux, c'est différent. Alors, ça peut être une cause à cause de la dépression, ça peut être à cause des substances, à cause de tout ce que je vous ai dit, tous des problèmes mentaux peuvent être la cause, okay, de justement un problème de déclin de la santé mentale qui amène à des solutions. Puis, s'il n'y a pas de solution, la plupart du temps, la solution ultime, c'est quoi? C'est le suicide. Alors, il va commencer par consommer, OK? Il va essayer des mécanismes de survie et de défense sains ou malsains, mais à un certain moment, quand il n'y a plus rien à faire, donc la personne décide de partir. Ouais. Une dernière question par rapport à ce point. Est-ce qu'il y a des organismes spécialisés dans l'accompagnement de santé mentale pour les francophones? Parce que je sais il y a tout ce qui est anti-T3, 4 et tout ça, ça c'est pour les francophones, mais est-ce qu'il y a des organismes de santé mentale qui accompagnent les francophones? Parce que on a beaucoup de francophones qui parlent. Peut-être qu'il y en a, mais s'il n'y en a pas, c'est de passer par le centre de santé, le centre francophone ou machin. Ouais. Il n'y a pas des choses, des agences francophones comme telles, mais peut-être les agences francophones qui ont des services en français. Ok. Qui ont du personnel bilingue. Ouais. D'accord. Ouais. Moi, je ne connais pas beaucoup les ressources, mais Sandra est là. On a fait tout un nombre de ressources francophones qu'on va partager aux gens. Okay? Donc, mais c'est vraiment de magasiner aussi. Dans la plupart du temps, les gens vont mettre un garçon ou deux qui parle en français, mais c'est de voir si l'agence ou l'organisation a une vocation justement santé mentale. Parce que je pense que la langue, elle joue un rôle très important dans ce genre de situation. La langue, ouais. la culture, tout ça, ça joue un rôle. Surtout, ouais. Ouais. Parce que, c'est ça qu'il y a des petits toujours, c'est pour ça qu'il y a des bavures. Parce que tu as parlé d'écoute tout à l'heure, de cette conversation que la personne va avoir avec son coach ou avec son intervenant. Et donc, je pense qu'il faut permettre à la personne de s'exprimer, de dire tout ce qu'elle a dans le cœur.
Et ça passe à travers, écouter, ça passe à travers. C'est Sensibiliser, ça. calmer, assurer la sécurité. C'est en fait mettre la personne, parce que la personne en crise se sent d'abord en danger, ok? En danger de quoi que ce soit. Donc, si toi, tu te mets à le critiquer ou à renforcer ses peurs et tout ça, ben, Mm. alors maintenant, imagine toi, tu es en crise psychotique et tu vois un policier qui est en train de te dire, lève-toi même, mets-toi à Ouais. terre. Donc, Mm. Et au-delà du bilinguisme, je pense que c'est important d'avoir du personnel qui parle plusieurs on langues. dirait quelqu'un en anglais ou en français qui ne comprend pas, mais ton attitude, c'est le respect. Yeah. C'est beaucoup plus dans l'approche et dans l'attitude que la langue. Exact. Alors, maintenant, aborder la question du suicide directement, sans passer par quatre chemins, étudier les risques. Alors, quand quelqu'un te dit, peu importe comment elle le dit, tu lui demandes, est-ce que tu as un plan? Parce qu'il va toujours te dire, quand il a accepté que oui, je vais vraiment ouvrir ma pensée, il va te dire oui. Je pense à faire ça, ça. Je vais me jeter dans un train. Je suis en train d'aller acheter des médicaments. Je vais me prendre. So, il va te le dire. Il n'y a rien à perdre, il va te le dire. Et aussi, les risques, est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà eu des comportements suicidaires ou des pensées suicidaires? Donc, peu importe la raison, quand on est dans cette situation, on ne va même pas aller, on cherche les risques, puis on essaie de diminuer les risques. Okay? Puis on s'assure qu'il a accès à un soutien personnel dans son environnement. Parce que je peux être en crise, avoir des soins, revenir dans mon environnement. Si mon environnement est la cause de tout ça, je recommence le cycle. Donc c'est pour ça que... Exactement. C'est pour ça que, pour le moment, ce qu'on a vraiment besoin de savoir dans l'accompagnement, c'est les 5 démarches, comment ton attitude et ton approche pour protéger la personne, lui dire, valider le fait que ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu es fou, ce n'est pas parce que c'est un problème qui peut être, qui est commun, ça peut arriver à tout le monde, tu n'as pas à te sentir honteux, mais et aussi, il y a des solutions, il y a de l'aide, il y a des ressources, et je vais t'aider à connecter avec ces personnes professionnelles. Moi, je suis là pour te soutenir, mais je ne suis pas professionnelle. Mais si tu avais un professionnel, ça t'aiderait. Mais aussi, une fois que la personne est prise en charge au niveau professionnel, c'est de t'assurer aussi son retour se passe comment. Là, regardez les gens qui ont, par exemple, des problèmes addiction, c'est quoi encore, dépendance. Il va aller en désintox. On va faire tous les traitements. Tu te rappelles mon ami qui a perdu son fils, cet enfant, c'est un jeune de 20 ans, a passé 3 mois en désintox. Il avait vraiment réussi tout ça pour qu'on le libère. C'est que l'équipe a dit, il est fonctionnel, il peut partir. Le soir, il est rentré, il a pris la dose, il est mort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cherché à savoir où il allait. Donc, le traitement n'est pas aussi important que vraiment après le traitement, comme la réhabilitation se passe comment? Communautaire. Parce que, regarde, si tu as été dans ce problème, parce que tu étais isolé, parce que tu avais des problèmes X, Y, Z, tu passes pas le traitement, tu reviens à la case départ, où tu retrouves le même problème. D'abord, quand ça revient, parce que maintenant tu es lucide, ça te frappe encore plus. Alors, tu sais que tu vas passer par tout ce que tu as fait avant d'aller, toutes les douleurs et tout ça. C'est là que justement les gens décident de non. Si je ne peux pas trouver une solution, il vaut mieux que je parte. C'est ça ton travail, justement. C'est d'essayer de lui trouver des connexions qui sont plus simples. Donc, je dis, s'il a été. Pendant le ménage de l'uniforme, s'il n'a pas ça, il n'a pas sa famille. OK? Il n'a peut-être pas sa famille. Mais s'il a la chance d'être rentré dans un système où il y a des services communautaires, institutionnels et tout, s'il retourne et qu'on ne lui a pas trouvé justement une solution, c'est qu'ils n'ont pas fait le travail.
Parce que la solution n'est pas nécessairement d'avoir ta famille. La solution, c'est d'avoir une solution qui répond à ton besoin social. Okay? Par exemple, tu le connectes avec des associations des LGBT qui sont au courant de ce problème, qui l'intègrent, qui cherchent du travail, du bénévolat. Donc, la réintégration n'est pas nécessairement ce que nous, la famille, ça peut être la communauté aussi. Le plan de sécurité, c'est très important. Et le plan de sécurité, justement, c'est aussi de voir où est-ce que la personne va retourner, comment on va prévenir qu'il retombe encore dans le problème. Et le plan de sécurité, c'est que quand quelqu'un te dit, voilà comment je vais me tuer, le plan de sécurité initial, c'est d'enlever tout ce qui est dangereux et qui peut servir à son temps. Maintenant, prendre soin de soi-même. Quand tu es quelqu'un qui donne des soins en santé mentale ou qui soutient quelqu'un de la famille, n'oublie pas de prendre soin de toi. Parce que comme vous voyez, ça, c'est pas facile de prendre soin des gens comme ça. Il y a beaucoup de souffrance. Et si tu n'es pas un professionnel, tu n'es pas entraîné à gérer tes émotions. Après, donc, c'est de dire, oui, j'ai quelqu'un dans la famille. C'est pas quelque chose qui va se résoudre en une semaine, à un an. Et si toi, tu t'épuises, tu risques de développer un problème de santé mentale et aussi de lâcher la personne qui tu soutiens. Donc, exactement. Ouais. OK? Alors, je pense qu'on a tout couvert. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez approfondir quelque chose dans ce qu'on a dit. Mais on a vu le langage. Comment faire pour tomber sur un langage et essayer de dire les mots bonsoir, tu peux m'envoyer la diplomation d'entourner la vraiment. En fait, c'est vraiment d'être conscient de ses préjugés. OK? Comme nous, on le sait. Maintenant, on le sait, on le disait tantôt. Comment on dit aux gens, aux hommes, aux garçons de nos communautés, mais pas un homme qui pleure. Ou de minimiser la douleur de quelqu'un pour dire, mais c'est quoi cette histoire? Tu es comme notre ami nous disait que il appelle quelqu'un au pays pour lui dire, j'ai tel problème. Mais tu es à Toronto, tu es au Canada, de quoi tu parles? Ouais, Tu comprends? Je veux dire, comme c'est ça. si le fait d'être au Canada, donc c'est ça. C'est d'être conscient de nos préjugés, de nos biais culturels surtout, et aussi de se rendre compte que, surtout nous, quand on est parents, quand on est de la famille, comment est-ce que nous, et c'est pour ça que je pense qu'on donne des formations comme ça, nous, si c'est quelqu'un, c'est pas un étranger, c'est pas quelqu'un qu'on voit à la télévision, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un de proche de toi. Avant même de commencer à penser au médecin, au psychologue, commence par pouvoir identifier le problème, savoir comment entourer cette personne, connaître les services pour préférer ta personne et aussi sensibiliser autour de toi comment on peut assurer un environnement sain et paisible pour la personne qui a des problèmes de santé mentale. Parce que la plupart du temps, vous savez que l'origine des problèmes mentaux, c'est dans nos familles, c'est dans nos milieux. Quand vous pensez tous les enfants que je vois qui ont des problèmes d'anxiété, à la maternelle, j'ai des clients à la maternelle qui souffrent d'anxiété, qui font des crises de panique. Oui, vous pensez que ça vient d'où? Ça peut aller aussi loin que dans le ventre de leur maman. Si un enfant si la maman subit de la violence, par exemple, conjugale, qui boit, par exemple, les enfants qui sont nés, qui ont le syndrome, comment on appelle ça, le syndrome de l'alcool. Ces enfants naissent avec des problèmes à cause de la maman qui a consommé de l'alcool. Ils ne naissent pas handicapés mentaux. C'est exactement, c'est ça. Et dans la femme qui a été battue ou anxieuse ou pendant sa grossesse, ben, ça va affecter l'enfant. Donc, ce qu'on voit, la plupart du temps, c'est pas ce que vraiment comme, c'est pas évident que d'où ça vient.
L'important, c'est pas de le savoir parce que les professionnels peuvent le savoir. Nous-mêmes, je peux aller identifier la cause à la 5e, 6e session de thérapie. Parce que la personne a voulu partager, parce qu'elle est en confiance maintenant, va te parler de quelque chose sans le savoir et tu fais le lien. Mais là, ce que toi, tu vois, ce sont des symptômes, ce sont des comportements, ce sont des émotions. Mais j'étais dans une formation d'éléments qui nous disait apprendre à voir le portrait derrière le tableau. Tu vois l'artiste, quand lui fait quelque chose, il a quelque chose dans sa tête qui lui représente. Toi, quand tu le vois, tu vois quelque chose. Moi, je peux voir ça, toi, tu vois ça. Mais si tu demandes à l'artiste à quoi tu pensais, qu'est-ce que tu voulais représenter, c'est lui qui va te dire finalement. Oui. Donc, c'est la même chose. Tu vois les personnes complexes des êtres humains. Alors, on est entraîné ou c'est naturel de voir quelqu'un qui pleure, qui saigne, qui est cassé. Alors, on est là, on t'amène de l'aide, on te soutient parce que tu boites, parce que tu as peur, et tout ça. Mais quelqu'un qui ne parle pas, qui pleure, qui est triste, qui s'isole, personne ne va s'arrêter pour lui dire, mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, ça peut... Même, regardez autour de nous. Il y a des gens qui disparaissent, puis ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de cette personne. On le voit plus. Tu vois, la personne qui était joyeuse, enjouée, tout ça, tu la vois plus, elle est négligée, elle n'appelle pas, elle a changé ses habitudes, elle ne va pas dans ses activités. Tout ça, ce sont des indications, mais personne ne fait attention, ne s'arrête pas pour voir ça. Alors, on n'a pas besoin d'être psychologue pour regarder, pour voir les changements dans l'attitude et dans le comportement de la personne autour de nous. Et ça devrait être des indications. Même nos enfants, même nos corps. Les enfants s'expriment la plupart pas des comportements, pas des émotions. Mais rappelez-nous, qu'est-ce qu'on nous disait chez nous quand tu te léchais, quand tu te réveilles? Tu vas avoir une pleure, tu pisseras. Voilà. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, moi j'ai fini. Merci beaucoup. Je pense que j'ai juste semé des doutes et puis des questionnements et tout ça, et c'est ça l'idée. Si vous avez des questions, allez creuser, allez lire, appelez-moi. Ça me fera plaisir. Mais tout ça, c'est vraiment comme pour vous. Non, mais moi, je pense que si on avait donné des outils aux gens, aux enfants, il y aurait pas de problème. Si encore des gens venaient, oui. Mais les gens ne viennent pas parce que savent pas qu'il y a un besoin, savent pas qu'il y a des choses qu'ils vont apprendre. Je sais pas. C'est un déni aussi. Non, je pense que c'est une méconnaissance des besoins réels. Parce que si tu savais que tu as un enfant, tu as un parent, tu as une femme ou un mari qui risque d'avoir des problèmes, est-ce que tu ne serais pas capable? Tu vas chez le médecin, tu te dis comment est-ce que je vais aider mon mari, mon enfant qui est malade? Comment est-ce que je vais lui donner? OK? Tu veux savoir. Mais il n'y a personne qui va se demander comment aider quelqu'un qui est en dépression. D'abord, c'est savoir qu'on a été en dépression, c'est déjà beaucoup. Mais de se demander quoi faire, c'est encore quelque chose. Et d'aller le faire, d'aller le demander, c'est accepter, reconnaître. Voilà. Est-ce que quel peut être le avec l'utilisation des médias sociaux et des jeunes, comment est-ce qu'on peut voir, je pense qu'on peut voir des signes également avec les médias sociaux. Comment est-ce qu'un parent peut aller détecter ça dans les médias sociaux pour faire une espionne sur l'enfant? On commence pas quand il devient ado et qu'il est sur ses médias. C'est se créer à cet âge. La confiance, la sensibilisation. Oui, c'est une dépendance. C'est la substance la plus dangereuse chez les jeunes. Je vais vous donner un exemple. En début d'année, on fait des ateliers de prévention. On parlait d'intimidation, cyber-intimidation, parce que maintenant, tout se passe en ligne. Mais dans la perception des jeunes, ce qui se passe derrière l'écran, c'est pas si grave. Comme je peux me retenir à te dire des bêtises ici, mais je peux te les écrire. C'est la même chose que quand ils ont des jeux
Les jeux, sinon, les jeux vidéo où ils coupent les têtes, ils saignent les gens, ils tuent. Pour moi, c'est un jeu. Donc, dans la réalité, oui. Ouais. Donc, tuer, c'est un jeu. Il n'a pas d'empathie parce que tout est virtuel. Quand il est fâché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer, puis là, il va penser que c'est ce qu'il faut faire. Yeah. Donc, tout est flou dans leur tête. Déjà, ils sont confus à l'adolescence. Maintenant, ils ont mis la dimension virtuelle. Sérieusement, c'est virtuel dans leur tête. Émotionnellement, c'est virtuel. Tout est virtuel. J'ai donné aux enfants, j'ai écrit des mots méchants contre. Je ne mérite pas de mourir, je vais te tuer, je t'aime, personne ne t'aime, tu pues, j'aime pas la couleur de ta peau. Des choses que tu ne peux pas dire devant le public. Puis là, j'ai dit, je vais des volontaires ici. Ils viennent, je dis, pige, lis le message, donne ça à ton ami. Non, lis ça à haute voix devant la classe. Si tu ne veux pas le lire, donne ça à ton ami. Si tu ne veux pas le donner, tu me redonnes le message. Non, ça, il arrive, il pige, il fait. Je dis, vas-y, dis ça. Non, madame, je ne peux pas dire ça. Je dis, pourquoi? Ben, c'est méchant. Je dis, OK. Je dis, bon, alors, tu lui donnes ou tu me le redonnes? Me le redonner, ça veut dire, je le garde, donc lui, il ne va pas savoir. Le donner, c'est équivalent à un texte. OK? Tu penses qu'on me le donnait ça? Non, je préférais le donner. Tout le monde a donné. Et puis après, j'ai demandé à la personne, j'ai dit, tu peux lire ça? Et quand la personne disait, tout le monde était comme, oh! J'ai dit, mais c'est ça que vous voulez. Il vient de me texter son message. Ou il vient d'envoyer un message. J'ai dit, c'est ça que ça veut dire. Donc, il ne voulait pas le dire devant vous parce que ce n'est pas correct. OK? Il a reconnu que c'est méchant. Il ne peut même pas le dire. Mais il a donné quand même le message à la personne. J'ai dit, c'est quoi la différence?